Pour estimer la temporalité des inaugurations des monuments, je me suis fondé sur la base de données du laboratoire IRIS, dont j'ai parlé précédemment. Malgré de nombreux biais techniques, les données disponibles permettent toutefois de constater une tendance. La très grande majorité des communes de l'échantillon, plus des 2/3, ont inauguré leur projet de monument avant 1922. Si les délibérations des communes anticipent souvent la loi de 1919, celle-ci a néanmoins été un facteur accélérateur. Les associations d'anciens combattants, les familles ou les paroisses sont également à l'initiative de ces demandes, ce dont se saisissent les communes. Toutefois, certaines grandes villes mettent du temps à construire leurs propres monuments. C'est le cas par exemple de la ville de Nantes, de Strasbourg ou même de Paris. Dans le cas nantais, la municipalité, qui n'inaugure son monument qu'en 1927, hésite sur le lieu et la statuaire. Le monument dédié aux morts de 1870-71 manque un temps d'être remplacé. C'est finalement la délivrance, autant dans le symbolique que pour la fin de près de 10 ans d'hésitation, qui est choisie, sans pour autant faire taire la polémique, du fait de sa nudité. Dans le cas strasbourgeois, c'est la difficulté de trouver une symbolique consensuelle entre la période allemande et le retour à la France. Un premier monument aux morts pour la patrie est réalisé en 1919, mais ne fait pas l'unanimité. Un nouveau sera construit en 1936, sur lequel nous reviendrons. À Paris, enfin, ce sont les arrondissements et les paroisses qui réalisent leurs monuments, plutôt dans les mairies et les églises. Il faudra attendre 2018 pour qu'une grande stèle commémorant tous les 94 415 morts parisiens soit installée devant le Père-Lachaise. Et oui, si tard, tant le travail d'identification des natifs parisiens fut difficile. Mais où édifier le monument ? La question peut paraître tout à fait accessoire. Cependant, elle est révélatrice des divergences politiques et religieuses qui agitent les communautés. La majeure partie des monuments sont présents dans l'espace public, au vu et au su de tous. Dans la Marne, 70% des monuments sont dans des espaces publics, places ou cimetières, le reste étant dans les mairies ou les églises. En Loire-Inférieure, actuelle Loire-Atlantique, cette répartition se retrouve également au profit des cimetières. En Vendée, 65% des monuments sont même placés dans ces cimetières ou à proximité des églises, sauf dans le sud du département où la place de la mairie et le carrefour ont été préférés. Mais ces deux départements de l'Ouest restent une exception. Ainsi, le choix du lieu a une forte portée civique, aussi bien à l'attention des habitants que des générations futures. Par ailleurs, le cortège commémoratif lui-même prévoit de passer par plusieurs lieux de la commune dans un objectif de rassemblement. Que le monument soit devant une église, une mairie, dans un cimetière ou à la croisée des chemins, il doit être, pour la majorité des communes, un objet civique, accessible au public et visible par tous. Mais autre question, quelle statuaire choisir ? Et d'ailleurs, faut-il une statue ? Dans son étude portant sur 564 monuments répartis dans une trentaine de départements, l'historien Antoine Prot est catégorique. Les stèles nues, sans allégorie ni illustration, sont majoritaires, largement devant les statues de poilus. Une cinquantaine de stèles sont surmontées d'une urne, d'une torche funéraire ou d'une croix de guerre. Les 200 autres monuments sont soit des obélisques, avec ou sans allégorie, ou d'autres types de statuaires, mais Prot ne précise pas davantage. C'est pourtant bien les chiffres. La forte présence des stèles est liée à une question très terre-à-terre, celui du coût du monument, et ce malgré l'intervention de l'État, qui est d'ailleurs pas toujours sollicité. Ainsi, le prix va de quelques centaines de francs pour les petites communes, jusqu'à plusieurs centaines de milliers, voire millions, pour les grandes villes. Par ailleurs, concernant les bustes et les statues, beaucoup sont des modèles sur catalogue. Sur la base de données des monuments aux morts, celui de la Sentinelle d'Eugène Camus revient 670 francs. Celui du Poilu de la Victoire d'Eugène Bennet présente 212 résultats, dont un en Belgique. Enfin, le Poilu mourant couché de Deschamps est recensé dans 158 communes. En outre, certaines communes, rappelez-vous, font le choix d'ériger plusieurs monuments. C'est le cas de Mazogues dans le Var, où 3 monuments sont érigés. Le premier dans le square du village, le deuxième dans l'église, le troisième inauguré en 1935 dans le cimetière.
Pour Ada Akoviziotti-Amo et Virginie Roux, ces 3 monuments sont complémentaires, décidés sans qu'aucun conflit n'ait a priori surgi entre les divers acteurs. Ainsi, celui du square illustre la couleur politique de la municipalité, dominée par le courant libre-penseur. Le soldat est figé dans l'instant de sa mort, au moment de lancer son projectile, une grenade peut-être, c'est le sacrifice ultime, le devoir accompli. Dans le même temps, l'inscription prend le contre-pied de cette représentation civique. La commune de Mazogues a ses enfants victimes de la guerre. Le monument a donc un double sens, civique et pacifique. Le monument religieux, lui, ne pose pas de problème particulier, il permet aux croyants de se recueillir dans la foi. Enfin, le 3e, au cimetière, reprend la douleur de la perte. La sobre inscription « À nos morts » est précédée d'une femme assise, la tête dans les mains, pleurant. Si l'unanimité pour dresser un monument est souvent acquise, il arrive parfois que des conflits éclatent entre l'autorité municipale et le clergé, notamment au sujet de la présence ou non d'une croix chrétienne. Or, la loi de 1905 est très claire sur le sujet. Seuls les monuments dans les églises ou les cimetières peuvent en arborer une. Ainsi, à Ébury, en Corrèze, le curé M. de Bonnefosse refuse de céder gratuitement le terrain initialement prévu, sous prétexte que la croix qui a été prévue sur le monument n'est plus une croix chrétienne, mais une croix de guerre. Et en 1923, son absence lors de la cérémonie d'inauguration est vertement critiquée par le camp républicain. Bonjour l'ambiance. Autre cas de figure, la commune de Ploujean, en Bretagne. Le conflit, là, aboutit à la création de 2 monuments bien distincts. En cause, 2 groupes s'affrontent, la municipalité républicaine et les châtelains catholiques. Ces derniers exigent la présence d'une croix chrétienne sur le monument prévu par la municipalité. Sauf que, on l'a dit, c'est contraire à la loi. Le maire, finalement, propose l'érection d'un 2e monument dans le cimetière où la croix ne posera aucun souci. Et autant dire que le camp catholique va s'empresser de mettre le maire devant le fait accompli en lançant, sans attendre la délibération, la souscription et l'appel d'offres. Ainsi, l'enjeu mémoriel est largement dépassé par celui politique et la difficulté pour de nombreux catholiques, une vingtaine d'années après la loi de séparation de l'Église et de l'État, d'accepter de voir leur foi reléguée au rang de simple croyance. En somme, les conflits surgissent là où une division politique est nette entre un camp républicain, laïque, et un camp catholique, conservateur. Et en dehors de cette situation, et en se basant sur l'exemple de la Marne, il semble bien y avoir effectivement une division, cette fois-ci politique, entre les pratiques de gauche et de droite. Étudiant les inaugurations de monuments dans la Marne, très touché par les combats, Alexandre Niès constate de véritables différences entre les communes marquées à droite et celles identifiées à gauche. D'une part, le coût du monument est plus élevé pour les communes de droite qui font peu appel à l'État et aux souscriptions. D'autre part, ces inaugurations y ont lieu beaucoup plus tôt, étant plus sensibles au discours patriotique et religieux, que les communes de gauche, où le pacifisme et la contestation de la guerre sont plus prégnants et interrogent davantage la pertinence d'un monument commémoratif. Enfin, une question, là aussi pratique, mais surtout symbolique. Oui, j'aime bien me poser des questions. Mais se pose alors une question à la fois pratique et symbolique. Quand commémorer les disparus? Oui, j'aime beaucoup me poser des questions. Posez-vous des questions. Dans la loi du 25 octobre 1919, il est question du 1er et 2 novembre, soit la Toussaint et le jour des morts dans la liturgie catholique. Or, les associations des anciens combattants, comme l'a démontré Antoine Prot en son temps, tiennent mordicus à la commémoration du 11 novembre. Ces associations apparaissent dès 1915, la première avec l'Association générale des mutilés de guerre. En 1917, suit l'Association républicaine des anciens combattants, l'ARAC, d'Henri Barbus et Paul Vaillant-Couturier, 2 figures intellectuelles et anciens combattants. En 1918, l'Union fédérale UF est fondée en février, avant le 11 novembre, l'Union nationale des combattants, l'UNC. Leur poids politique est considérable, elles comptent déjà plus de 2 millions de membres, sans compter les associations locales et affiliées, d'autant qu'elles s'appuient sur une large diffusion de journaux et bulletins,
dont le journal des mutilés est le principal organe. Enfin, il dispose de relais jusque dans la Chambre des députés, puisqu'en 1919, un élu sur deux est un ancien combattant. C'est la Chambre Bleu Horizon. Oui, c'est exactement ça. Très pertinent. En réalité, comme le souligne Rémi Dalisson, personne ne se satisfait de l'assimilation de la commémoration aux fêtes religieuses, aussi bien du côté des républicains laïcs que des anciens combattants, comme on l'a dit. En novembre 1920, 2 cérémonies ont alors lieu. Le transfert du cœur de Léon Gambetta au Panthéon, qui, outre les 50 ans de la République, referme le cycle de la revanche, et le transfert du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris, incarnation anonyme des citoyens morts pour la France. Une première manche est donc gagnée, mais la reconnaissance tarde au niveau de l'État. Le 9 novembre 1921, le jour de la fête de la victoire et de la paix est décidé, et ce sera un dimanche, celui qui suit le 11 novembre. Chômer un jour en pleine période de reconstruction, chose impensable pour les parlementaires. On s'en doute, cela provoque un tollé chez les anciens combattants, si bien que ceux-ci appellent et appliquent avec succès au boycott de cette première édition qui était prévue le dimanche 13 novembre. Il faut attendre la loi du 24 octobre 1922 pour donner raison aux associations. La République française célèbre annuellement la commémoration de la victoire et de la paix. Cette fête sera célébrée le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice. Le 11 novembre sera un jour férié. C'est donc fait. Mais les anciens combattants ont encore une exigence que clame le journal des mutilés à la même époque. Ce qui importe enfin, c'est que la fête du 11 novembre soit dépourvue de tout apparat militaire. Ni prise d'armes, ni revue, ni défilé de troupes. C'est la fête de la paix que nous célébrons. Ce n'est pas la fête de la guerre. Un souhait qui sera généralement respecté dans l'après-guerre. Les monuments sont donc un hommage aux morts de la Grande Guerre et en même temps une glorification de la victoire. Mais est-ce que tous les monuments dans toute la France veulent dire la même chose ? Dans ses travaux, Antoine Prot a proposé une typologie qui a pu évoluer également avec le temps. Il faut dire que la statuaire ne suffit pas toujours à qualifier tel ou tel monument de patriotique, funéraire ou pacifiste. Et dans le cas des monuments commémoratifs nus ou au sens ambigu, il faut parfois se référer à la citation que l'on peut y trouver. Pour avoir un cadre clair, je reprendrai à partir de ces réflexions la typologie suivante. Les monuments civiques, laïques et républicains, les monuments patriotiques, les monuments funéraires et enfin les monuments pacifistes. Commençons donc par les deux plus répandus et qui souvent se confondent. Dans son échantillon, Antoine Prot relève que 60% des monuments comportent la simple mention « la commune de X a ses enfants morts pour la France » et dans 18% la variante « mort pour la patrie ». La qualification officielle est donc reprise sans aucune autre indication ou symbolique. Cette formulation permet donc à chacun de vivre son deuil à sa manière. Tristesse de la perte d'un proche comme orgueil patriotique peuvent cohabiter. Antoine Prot conclut, le monument ne préjuge pas des opinions des citoyens. En cela, il est républicain et laïque. D'ailleurs, il évite également les emblèmes religieux. Nous sommes en présence de monuments civiques. La présence d'une statue de poilu peut également avoir une portée civique. Ça peut être le cas aussi bien de la sentinelle ou du poilu mourant ayant accompli son devoir. Dans le cas du poilu entouré d'enfants, parfois surmonté d'une Athéna, on retrouve l'idée d'une transmission du devoir du citoyen vers les jeunes générations. Mais déjà, on observe un glissement vers des versions plus patriotiques. Ces versions sont identifiables de diverses manières. L'évocation de la patrie dans la dédicace, la sémantique glorificatrice, avec les mots comme gloire, glorieusement, glorieux, héros, héroïquement, etc. La présence d'un coq gaulois, d'une couronne de laurier, d'un drapeau flottant au vent, la mise au sol d'un soldat allemand, le foulage aux pieds d'un casque à pointe ou même d'un aigle impérial, enfin l'allégorie de la victoire ailée, voire de la République et ou de la patrie. En somme, civisme
et patriotisme peuvent se confondre avec, il faut bien le dire, une insistance sur ce deuxième point. Néanmoins, d'autres monuments laissent beaucoup plus de place au deuil. Si le devoir est accompli, les conséquences funestes de la guerre restent très vives dans la population. Car par essence, les monuments commémoratifs sont des monuments funéraires. Et certains insistent davantage sur cet aspect. Dans l'iconographie et la statuaire, il s'agit de montrer la mort de masse, parfois sans glorification et en la personnalisant. D'autres usent du réalisme dans la représentation de la guerre, là encore sans gloire, sans éclat. Ainsi, le monument de Vauquois dans la Meuse, commune martyre de la Grande Guerre, est composé d'un soldat en uniforme de 1915, en faction et grenade à la main, tandis qu'un autre, à ses pieds, semble mort écrasé par l'effondrement de sa galerie. La douleur des familles est également représentée avec ou sans gisant de poilus. Ces monuments tranchent avec ceux qui présentent une victoire ou une patrie république. Toutefois, certains entretiennent une petite ambiguïté. En Corse, dans la commune d'Occhiatana, la Mater Dolorosa mêle deuil et patriotisme. Agenouillée devant un soldat blessé, elle porte à sa main gauche une palme et tient son voile avec la main droite. L'inscription s'adresse aux passants. Découvrez-vous, ils sont morts pour la France. À l'inverse, à Arbanats, en Gironde, elle s'incline devant une tombe, surmontée d'une casque et d'une branche de laurier. À ses pieds, une modeste inscription « À nos morts ». Dans le cas des gisants, le monument le plus émouvant à mes yeux est celui de Lodève dans l'Hérault. À première vue, c'est un deuil assez similaire à d'autres. Sauf que le gisant est figé dans l'instant de sa mort. Entouré de 4 femmes, ses enfants à ses pieds, une 5e femme, sa veuve, est effondrée. La guerre n'est pas glorifiée, la mort est déplorée. En face, la stèle porte tout de même l'inscription « Lodevois mort pour la France ». Et justement, les monuments expressément pacifistes, contrairement à une idée reçue, sont marginaux. Ils sont pourtant les plus cités, car ayant le message le plus frappant, le plus politique. Mais selon les militants pacifistes Pierre et Daniel Roy, il n'y aurait que 18 monuments à être clairement identifiés comme tels. La mise en scène la plus connue est celle des familles, des mères, des épouses et des enfants. Il s'agit de montrer, au-delà du deuil, la douleur et le sentiment d'injustice que représente la perte d'un être cher. Le plus célèbre de ces monuments est bien sûr celui de Jean Pigerol dans la Creuse. Un jeune garçon, debout devant l'obélisque, tend le poing face à la sentence « Maudite soit la guerre ». Tout aussi explicite est celui d'Équeurdreville dans la Manche. Une mère et ses enfants, dignes dans la tristesse, surmontent un socle où est écrit « Que maudite soit la guerre » aux enfants d'Équeurdreville, morts pendant la guerre 1914-1918. Il y a également celui de Péronne dans la Somme, où une mère à genoux devant le corps de son fils tend le poing vers, imagine-t-on, les responsables de sa mort. Les civils sont aussi un moyen de représenter l'aspiration à la paix. À Lens, ville minière touchée par la guerre, le monument rappelle les souffrances endurées par les habitants, la fuite, la destruction des usines et des mines. Quant à celui de Vierzon, ville trop souvent raillée, merci Brel, ces 2 panneaux insistent sur la disparition des hommes. Le premier montre leur départ, le second, la tristesse des femmes, des enfants et du vieillard apprenant leur mort. La représentation du pacifisme peut se faire également par l'allégorie même de la paix, portant un rameau d'olivier comme à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais. À ses pieds, le crâne d'un soldat français et un enfant nu portant des épis de blé. Enfin, les inscriptions sont une clé dans l'identification qui peut parfois croiser plusieurs significations. Ainsi, le monument aux morts du 20e arrondissement de Paris, inauguré en 1932, mêle glorification, patriotisme et appel à la paix. À la glorieuse mémoire des enfants du 20e arrondissement, qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie, que leur impérissable souvenir, symbole de la douleur humaine, fasse que les peuples se rapprochent de plus en plus les uns des autres
pour célébrer à jamais la grande fête de la paix universelle. Pax. Enfin, les monuments d'Alsace-Lorraine sont une catégorie à part. Le territoire fut, durant la guerre, du côté de l'ennemi. Pourtant, il est lui-même constellé de plusieurs monuments. Mais comment en faire des lieux de commémoration d'une victoire qui n'en est pas vraiment une? Selon Raphaël Georges, 81% de ces monuments entretiennent une certaine neutralité en se contentant de la mention « à nos morts ». Et d'ailleurs, quasiment aucun de ces monuments n'a fait appel à des subventions de l'État. La figure des saints est aussi une manière d'appliquer cette neutralité sur un territoire, on l'a dit, allemand durant la guerre, redevenu français avec la paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles les monuments sont à forte consonance religieuse. En outre, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas, tandis que les paroisses se montrent très actives dans le choix des monuments. Comme le note Benoît Jordan, la piété est pratique, elle cache le non-dit. Cependant, certains monuments sont très politiques. C'est le cas du monument de Rochheim. La plaque commémorative représente une Jeanne d'Arc, assise au milieu et les bras tendus vers deux soldats. Un Français, en tenue, lui-même tendant sa main vers un autre, allemand, tête nue, casque à terre, et vareuse ouverte montrant sur son cœur, resté français, une cocarde. Jeanne d'Arc, figure lorraine, béatifiée en 1909 et devenue sainte en 1920, est la marque du retour dans le giron français de la province retrouvée. Enfin, le nouveau monument de Strasbourg, édifié seulement en 1936, permet de laisser libre cours à l'interprétation. Une femme, avec à ses genoux, deux hommes morts, nus, se tenant la main. Lors de l'inauguration, les autorités françaises insistent sur le sacrifice pour la patrie. Les autorités municipales, elles, soulignent la situation particulière entre deux nations de l'Alsace-Moselle. Les monuments aux morts sont donc érigés dans un contexte de recueillement collectif après le premier conflit mondial du XXe siècle. Dans leur ensemble, ils incarnent le souhait des anciens combattants ainsi que des familles de pouvoir bénéficier d'un lieu qui puisse remplacer la tombe des disparus. Le rapide développement dès le début des années 20 de ces monuments en est la plus nette illustration. Malgré quelques divergences nées des débats politiques et religieux, une forme d'union sacrée se dégage des commémorations. Car parallèlement aux monuments aux morts, c'est un véritable culte laïque mené par les anciens combattants qui émerge à l'occasion de la fête nationale du 11 novembre. Au fur et à mesure que les anciens combattants de 14-18 disparaissent, le sens de la cérémonie se transforme. Plus encore, outre l'ajout des morts des guerres suivantes, la professionnalisation de l'armée, la fin du service militaire, tout cela entraîne un changement aussi de sens du 11 novembre. Et ce changement, il est acté en 2012 par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Désormais, la République française ne célèbre plus la commémoration de la victoire et de la paix, mais elle commémore la Grande Guerre et tous les morts pour la France. Mais ceci, c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, faites-moi des commentaires, comme ça fait booster un petit peu l'algorithme. Et puis, je vous dis à la prochaine.